1976, l'adoption du Code des professions. Le Code des professions est le code qui régit toutes les professions dans la définition de professionnels au Québec. Ça a été la mise sur pied de l'Office des professions du Québec, du Conseil interprofessionnel du Québec et des différents ordres. Certains ordres existaient avant 1973. L'Ordre des agronomes, par exemple, l'Ordre des agronomes a été formé en 48-49, c'était la Corporation des agronomes du Québec. Le rôle des agronomes, quand ils ont été fondés, était la protection du public, et est toujours la protection du public. Parce que déterminer que le professionnel était quelqu'un qui détenait un savoir que le public n'avait pas, et que donc ça devenait très difficile pour le public d'évaluer ou de contrôler les services qui lui étaient rendus. Et donc, il fallait protéger le public contre les professionnels, et c'est la raison pour laquelle le système professionnel québécois a été mis en place. Au Québec, on parle de 46 ordres professionnels, 55 professions réglementées. Elles peuvent être réglementées par le titre. 411 000 membres. C'est 10 de la main-d'œuvre québécoise. 62 étant des femmes. Le plus petit ordre, environ 250 membres, c'est l'Ordre des sages-femmes du Québec. Le plus grand ordre, un peu plus de 80 000 membres, c'est l'Ordre des infirmiers et infirmières du Québec. L'Ordre des agronomes est soit le plus petit des moyens ou le plus gros des petits. On parle de 3 300 membres. Le système professionnel québécois, bien, le gouvernement du Québec est le législateur, donc c'est lui qui est en haut de cette pyramide. Depuis 2020, les ordres professionnels répondent du ministère de l'Enseignement supérieur. Par avant, le Code des professions était régi par le ministère de la Justice, et maintenant l'Enseignement supérieur qui s'en occupe, et donc est responsable de l'Office des professions. L'Office des professions délègue ses pouvoirs vers les différents ordres, donc les conseils d'administration des ordres, qui, eux, ont des comités statutaires, comités spéciaux. Il y a l'Assemblée générale des membres et finalement les membres. Vous voyez à droite, j'ai le Conseil interprofessionnel du Québec, le CIQ. Son rôle, son mandat est de représenter les ordres auprès du gouvernement du Québec. Donc, on pourrait dire que c'est un peu comme le syndicat des ordres professionnels. C'est la voix unifiée des ordres auprès des instances gouvernementales. Lorsqu'on parle de protection du public, on parle de bien informer le public pour qu'il puisse déterminer ses propres besoins. Donc, d'adopter les normes d'exercice axées sur la protection du public, de maintenir à jour les compétences et de conserver l'indépendance professionnelle. Pour l'Office des professions, pour qu'il y ait une nécessité qu'il y ait un ordre, qu'il y ait des actes réservés, il doit y avoir un risque pour le public. L'Ordre des agronomes fait partie de ces ordres qui ont un titre réservé et des actes réservés. Et je vais en discuter avec vous un peu plus tard. Donc, lorsqu'on parle de protéger le public, bien évidemment qu'il y a la relation professionnel-client, parce que, bon, l'agronome donne un service, mais il y a aussi la notion de protection de la population en général. Les actes posés par les agronomes ont une incidence directement chez le client, qui est normalement un producteur agricole, mais les actes des agronomes ont également des actes sur l'ensemble de la société. On parle souvent de l'environnement. Donc, l'Ordre des agronomes, son mandat de protection du public, se fait à travers la loi sur les agronomes et la gestion du Code des professions par rapport à la profession d'agronome. Le conseil d'administration de l'Ordre des agronomes est composé de 16 ou 17 administrateurs. En fait, on dit qu'il y a deux agronomes qui sont élus au suffrage universel, dans ce cas-ci, la présidente et le vice-président. Il y a 4 administrateurs du conseil d'administration qui sont nommés par l'Office des professions du Québec et il y a 10 administrateurs qui sont là pour représenter chaque région du Québec. Si vous faites la mathématique, vous allez arriver à 16 administrateurs, puis je vous ai dit 16 ou 17. La raison est qu'à l'intérieur du Code des professions, il y a une disposition selon laquelle chaque ordre professionnel doit avoir un administrateur de moins de 35 ans. Donc, advenant qu'il n'y ait aucun administrateur de moins de 35 ans qui soit élu au conseil d'administration, l'ordre doit coopter un administrateur de moins de 35 ans. Donc, c'est une disposition sur laquelle on pourrait avoir un 17e administrateur.
Je ne ferai pas la lecture entière de la loi sur les agronomes parce que c'est un texte de loi et que l'intérêt demeure somme toute limité, tout comme mon temps. Il y a deux articles qui sont très importants à l'intérieur de la loi sur les agronomes. Le premier, c'est l'article 24. L'article 24 dit « Constitue l'exercice de la profession d'agronome tout acte posé moyennant rémunération qui a pour objet de communiquer, vulgariser, expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, de l'élevage des animaux de ferme, de l'aménagement et de l'exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l'entreprise agricole. » Donc, la définition d'agronome au Québec est plus large que celle que vous utilisez chez vous. On a 6 champs de compétences qui sont vraiment reconnus comme étant réservés pour les agronomes. Le deuxième article d'importance, c'est l'article 28, qui dit « Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d'autres professionnels, nul ne peut poser l'un des actes décrits à l'article 24 s'il n'est pas agronome. » Et vous avez 5 exceptions qui sont nommées. Il y a l'artisan, l'ouvrier ou l'agriculteur, une personne qui exerçait avant le 1er janvier 1961, ce qui rendrait ce professionnel à l'âge vénérable de 83 ans. Un technicien ou un technologiste agricole qui travaille sous la supervision, sous la surveillance de l'agronome, la recherche scientifique et toute autre personne qui serait à l'intérieur de l'article 94H du Code des professions, qui est un article qui permet aux ordres de créer des exceptions et de partager des actes. Par exemple, l'Ordre des agronomes du Québec et l'Ordre des ingénieurs forestiers ont des actes partagés en agroforesterie. Et donc, d'un côté comme de l'autre, ces deux professionnels peuvent agir dans le champ de compétences de l'autre. Pour faire un petit portrait des 3300 agronomes à l'Ordre des agronomes du Québec, bien, vous voyez qu'environ 22 sont en production animale. La production laitière étant très importante au Québec, tout comme la production porcine. 22,5 en production végétale, 1 en sciences et technologies des aliments. Donc, on parle de gens principalement impliqués en transformation alimentaire. On a 15 en sol et environnement, qui vient peut-être chercher une partie des gens de production végétale. 4 ont déclaré divers, 4,5 en génie agricole et un dernier 7 en agroalimentaire en général. Donc, l'ordre, pour pouvoir agir et pour pouvoir faire respecter ses compétences, a une série de règlements. Bon, premièrement, c'est le code de déontologie qui donne les lignes de conduite pour tous ces professionnels. Ensuite, il y a plusieurs règlements que je ne vous nommerai pas tous parce qu'il y en a énormément. Et il y a des comités. Donc, il y a des comités qui sont statutaires à l'Ordre des agronomes. Le comité, pardon, un comité qui est très pertinent, le comité d'admission. Le comité d'admission s'assure que les examens d'admission qui sont délivrés par l'Ordre des agronomes du Québec rencontrent ce qui est enseigné à l'intérieur des deux universités. Il y a évidemment le comité de révision des décisions d'admission parce qu'un candidat qui tombe en échec lors de l'examen d'admission peut faire un appel de la décision. Les comités sont un rouage majeur de la gouvernance participative de l'Ordre. Ils sont composés de membres du conseil d'administration, mais ils sont également composés d'agronomes du terrain. Donc, celui-ci qui est très versatile pour soutenir le conseil dans l'analyse des sujets parce qu'il permet d'avoir un regard continu sur ce qui se passe sur le terrain. C'est une interface qui est très structurée et qui est très structurant pour les administrateurs et les cadres de direction. Et son rôle est d'analyser, d'approfondir et de soumettre des recommandations au conseil d'administration. Donc, les comités ne décident pas et ne dispensent pas les administrateurs de leurs responsabilités, mais viennent suggérer, étoffer les décisions qui vont être rendues par le conseil d'administration. Il y a le comité des équivalences. Le comité des équivalences, son rôle va être de s'assurer que les candidats qui viennent de l'extérieur du Québec, la formation est équivalente à celle qui est offerte par les deux universités désignées au Québec. Il y a évidemment un comité de révision des décisions des équivalences, comité de formation,
dont le rôle est de s'assurer que les curriculums universitaires rencontrent les exigences de l'ordre, et c'est là que le référentiel de compétences va prendre tout son sens. Le comité de formation continue va également avoir un lien avec le référentiel de compétences. Ensuite, il y a d'autres comités qui sont plus opérationnels, qu'on parle d'indépendance professionnelle, d'assurance responsabilité pour les différents prix. La présentation va être disponible par la suite, donc je les ai listés pour que vous puissiez vous y référer, mais c'est un peu moins pertinent aujourd'hui. Les mécanismes de surveillance. Le premier, c'est l'admission. Donc, une fois que les candidats à la profession ont terminé leurs études universitaires, l'examen d'admission est la première barrière de protection du public que nous avons. Donc, le savoir et le savoir-faire est enseigné à l'université à travers les cours magistraux, à travers les stages professionnels. Cet examen d'admission vient tester les bases du savoir-être chez nos professionnels. Ensuite, il y a la formation. Nous avons un règlement de formation continue obligatoire. Donc, les agronomes doivent se former un minimum de 40 heures par période de référence de 2 ans. Et puis, il y a l'inspection professionnelle qui est quand même aléatoire. Cependant, plus les rôles des agronomes sont à risque, plus les chances que l'inspection professionnelle revienne souvent sont présentes. Donc, pour pouvoir être admis à l'Ordre des agronomes, vous devez disposer d'un diplôme universitaire de premier cycle dans un des programmes reconnus par l'Ordre. Actuellement, l'Université Laval à Québec et l'Université McGill sont les deux seules universités qui peuvent décerner des diplômes qui mènent directement à l'examen d'admission. Équivalence de diplôme ou de formation, arrangement de reconnaissance mutuelle que nous avons avec la France. Et il y a également un programme de mobilité de main-d'œuvre à l'intérieur du Canada pour les professionnels formés dans les autres provinces canadiennes. J'ai sorti un tableau du Consul de France pour que vous puissiez bien comprendre le niveau auquel les agronomes entrent au Québec. On parle du baccalauréat, ce qui est le bachelor dans le fond, qui serait la licence 3 dans le système français. Ce seuil est le seuil minimum pour accéder à la profession. On parle de 90 crédits universitaires. Ce qui me fait entrer dans le référentiel de compétences. Si on recule il y a un peu plus de 10 ans, il y a eu un désir de s'assurer que les agronomes qui arrivaient sur le terrain avaient les compétences nécessaires pour agir sur le terrain. En 1986, le gouvernement du Québec s'est dirigé vers une approche par compétences pour le niveau secondaire et les niveaux professionnels secondaires, ainsi que les niveaux collégiales. Donc, si je recule à la diapo précédente, vous voyez Cégep en vert en bas à gauche. Et donc, le Cégep, qui est le collège d'enseignement général et professionnel, est déjà par approche par compétences. Le programme dont je suis directeur, gestion technologie d'entreprise agricole, est un programme collégial de 3 ans qui mène directement à la profession pour faire des technologues agricoles. Il y a une liste de compétences qui doivent être remplies. Ces compétences sont les mêmes, peu importe l'institution. Cependant, à l'intérieur des institutions, les institutions sont libres de livrer ces compétences comme bon leur semble. Le système universitaire est encore par crédit et donc une approche parcours. Ce que l'Ordre tentait de faire était de s'assurer qu'une fois sur le terrain, un agronome junior, donc un agronome qui a entre 1 et 3 ans d'expérience, ait les compétences nécessaires en termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être pour pouvoir pratiquer sur le terrain et remplir son mandat de protéger le public. Ça nous permettait également d'avoir des visées nationales pour la mobilité de main-d'œuvre, mais aussi internationales pour la reconnaissance professionnelle des agronomes, parce que c'est beaucoup plus facile de comparer des compétences que de comparer des cours. Donc, il y a des consultations qui ont été menées auprès d'agronomes dans les différents champs d'activité qui sont ciblés, donc nos 6 champs de compétences. Et les critères pour la sélection des agronomes qui ont été consultés, ça concernait la représentativité des agronomes qui interviennent dans le champ d'activité, la représentativité régionale, parce que la production dans le sud du Québec versus le nord du Québec est quand même différente,
le type d'entreprise ou d'organisme employeur, le nombre d'années d'expérience et la représentativité des deux sexes. Si on regarde au niveau de la démographie des agronomes au Québec, les agronomes plus vieux sont en majorité masculins. Chez les 45 ans et moins, 61% des agronomes sont des femmes. C'est très important pour nous. Je regarde les candidats à la profession qui sortent des universités actuellement. Je vous dirais que le 2/3 des agronomes sont des femmes si on regarde les moins de 25 ans. Donc, il y a 3 grands axes de développement sur lesquels le référentiel se base: les compétences professionnelles, les compétences contextuelles et les compétences fonctionnelles. Il y a un 4e axe qui existe à l'intérieur du référentiel de compétences, qui est les compétences d'insertion professionnelle pour les professionnels formés hors Québec. Donc, on parle de 3 axes de développement, 6 champs d'activité. Pour ce qui est des compétences professionnelles, on regarde vraiment la capacité de concevoir et d'agir avec efficience de manière opportune et éthique dans le but de répondre à des situations professionnelles complexes en mobilisant ses propres ressources et celles de son environnement. J'ai des exemples des différents types de compétences que je vais discuter avec vous par la suite. Donc, on a les 3 pôles: l'agronome, le mandat et le contexte. Donc, les compétences professionnelles se trouvent au centre de celles-ci. Les contextuelles sont celles qui concernent le champ d'activité conscrit. Donc, le contexte, les pratiques, les principes et les savoirs. Les compétences fonctionnelles, c'est les différents champs de savoir. Donc, on parle des connaissances, habiletés, attitudes, comportements qui sont importants pour la profession d'agronome et on inclut ici les comportements socio-affectifs, donc le savoir-être. Le système de compétences au Québec est basé sur la taxonomie de Bloom. Donc, vous avez l'acquisition des connaissances. Une fois cette acquisition de connaissances faite, vous avez la notion de compréhension, d'application, d'analyse, de synthèse et d'évaluation. Et c'est ce qui a été retenu pour former le référentiel de compétences. De la même façon, lorsqu'on regarde notre référentiel à l'Ordre des agronomes, on voit que les compétences fonctionnelles rencontrent les champs de savoir communs. Et donc, les compétences contextuelles incluent de facto les compétences fonctionnelles, mais celles spécifiques au champ d'activité, alors que les compétences professionnelles, en plus des compétences fonctionnelles et contextuelles, viennent dans des situations professionnelles complexes et sont communes à tous les champs. Donc, lorsqu'on regarde les compétences des professionnels, nous avons besoin de faire une analyse systémique des situations de travail du professionnel. Je vous dis qu'il y avait 6 champs de compétences. Je n'avais pas l'intention de couvrir l'agronomie au sens large aujourd'hui, donc je vais me concentrer sur grande culture et horticulture maraîchère, fruitière ou ornementale aujourd'hui. Les premières compétences qui sont communes à tous les agronomes sont les compétences professionnelles. Donc, il y a 8 compétences professionnelles qui ont été déterminées. Elles s'appliquent à l'agronomie au sens large. Donc, on parle d'exercer un rôle conseil en agronomie, de communiquer de l'information agronomique, de commercialiser des produits et des services en agronomie, gérer les projets, effectuer du transfert technologique, effectuer un contrôle de qualité, réaliser des tâches administratives et assurer le maintien et le développement de ses compétences professionnelles. Et je le répète, on parle d'un agronome junior, 1 à 3 ans d'expérience. Donc, ça, c'est pour les professionnels qui s'adressent à tous. C'est la grande bulle extérieure du référentiel de compétences. Si on regarde les compétences contextuelles pour le champ d'activité, donc grande culture, horticulture maraîchère, fruitière ou ornementale, exercer un rôle de conseil en production végétale, assurer la régie des grandes cultures, assurer la gestion de production horticole, gérer les espaces verts et les aménagements paysagers, appliquer le cadre réglementaire relatif aux productions végétales, procéder à des inspections et à des vérifications de contrôle en production végétale. Je me suis permis d'ajouter le champ de sol et agro-environnement parce qu'il y a certaines des compétences qui viennent se recouper. Il y en avait 4. Donc, exercer un rôle conseil en gestion des sols et des matières fertilisantes et en contrôle des odeurs, exercer un rôle conseil en gestion de l'eau pour la protection des cours d'eau et en gestion des pesticides, appliquer le cadre réglementaire relatif à l'agro-environnement et procéder à des inspections
et à des vérifications de contrôle en agro-environnement. Au niveau des compétences fonctionnelles, il y en a 28 qui ont été identifiées. Donc, par grande catégorie, on parle du champ agronomique. Donc, être capable de comprendre les programmes gouvernementaux, appliquer les principes relatifs à la régie de culture, rechercher et analyser de l'information scientifique. Ensuite, il y avait les champs de commercialisation, les champs d'éthique et de déontologie, le champ économique, le champ environnement et écologie, le champ organisationnel, administration et gestion, réglementaire des programmes et des services, le champ relationnel et de communication et le champ scientifique et technologique. Donc, ce sont toutes ces compétences qui vont venir encadrer le professionnel et c'est sur ces compétences que l'Ordre s'assure que la formation est adéquate, que les examens d'admission sont adéquats et c'est sur ces bases également que les inspections professionnelles vont être effectuées. Tous les agronomes qui entrent dans la profession, dans l'Ordre des agronomes, vont être inspectés dans les 2 premières années. Donc, c'est à partir de ces connaissances qu'ils doivent avoir que l'Ordre des agronomes va faire ces inspections professionnelles. Alors, le but était un peu d'ouvrir la discussion aujourd'hui. Donc, c'est sur ces derniers mots que je vais m'arrêter et ouvrir la salle pour les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Alors, est-ce que, donc, vous voyez que c'est très réglementé par rapport à la façon dont on travaille en France. Est-ce que, voilà, des réactions, des commentaires, des questions à M. Thériault? Ou est-ce que... Oui. Non, alors il faut venir. Oui. Ah, les 2 universités, c'est Laval et McGill. Voilà. Oui, Antoine. Merci, Pascal. Antoine Messéan. En fait, je me posais la question, là on a bien vu comment la profession des agronomes est réglementée, elle est contrôlée en termes de formation initiale et en termes de surveillance, mais en situation de pratique, il me semble que vis-à-vis des agriculteurs, ils ont l'obligation, semble avoir compris, ils avaient l'obligation de faire appel aux agronomes, donc tels qu'ils ont été présentés, pour un certain nombre d'activités. Et je voudrais en savoir un peu plus, et notamment en ce qui concerne un sujet qui nous a beaucoup agité, qui nous agite encore beaucoup en France, c'est sur les applications de produits phytosanitaires et de pesticides. Donc, qu'est-ce qu'il en est en pratique? Quel est le rôle précis des agronomes dans l'appui à la gestion, au management des exploitations agricoles? Le rôle de l'agronome a grandement évolué au Québec, un peu comme partout ailleurs, où est-ce que l'agronome est passé d'un rôle de mentoré avec le producteur agricole à un rôle de travail d'équipe. Cependant, effectivement, d'un point de vue législatif, il y a des ordres, il y a des actes que seuls les agronomes peuvent poser. Par exemple, les producteurs doivent posséder ce qu'on appelle un PAF, un plan agro-environnemental de fertilisation. Ce plan doit être produit et signé par un agronome. Pour ce qui est des produits phytosanitaires, il y a 5 molécules qui sont sous prescription agronomique au Québec. On parle de chlorpériphos et de néonicotinoïdes. En dehors de ces 5 molécules, les pesticides sont encore en vente libre au Québec. L'Ordre des agronomes demande au gouvernement depuis les années 90 qu'il y ait un resserrement du Code de gestion des pesticides. Il y a de l'accompagnement agronomique qui est fait sur les fermes. Cependant, dans la majorité des cas, c'est parce que les agronomes, les producteurs agricoles, désolé, ils trouvent une valeur ajoutée. Et non pas parce qu'ils doivent le faire. Un producteur peut faire ses propres rations alimentaires, par exemple, en gestion de troupeaux bovins. Et donc, l'agronome va venir apporter son bagage de connaissances pour épauler le producteur agricole. Et même si, à la base, faire une ration alimentaire est un acte agronomique et donc un acte réservé. Mais ce n'est pas un acte qui fait partie du texte de loi et dont un agronome doit absolument signer.
Autre question? Oui, Jean-Marie. Oui, bonjour. Est-ce que le fait d'appartenir à l'ordre protège le membre de l'ordre contre son employeur? Il se trouve que je suis membre d'un ordre des experts comptables, ça protège les experts comptables par rapport à des directives de leur employeur qui pourraient être en marge de la légalité, par exemple. En fait, l'agronome doit faire preuve d'indépendance professionnelle en tout temps et son indépendance professionnelle doit avoir préséance sur les directives qu'un employeur pourrait lui donner. Et donc, ce n'est pas le rôle de l'ordre de protéger l'agronome contre son employeur. Cependant, l'ordre pourrait intervenir pour protéger la société contre l'employeur. Et donc, du moment que l'agronome a pris une décision pour le bien de la société, l'agronome pourrait intervenir parce que à travers les différents mécanismes de protection du public, il y a le bureau du syndic de l'ordre qui peut agir contre des agronomes, mais qui peut aussi agir si on regarde tout ce qui est la notion d'usurpation de titre. Donc, un employeur qui demandera à un agronome de faire un acte que l'agronome considère comme illégal, si l'agronome refuse de le faire et que l'employeur le fait quand même, on pourrait rentrer dans ces poursuites d'usurpation de titre et d'actes illégaux. Donc, indirectement, oui. Est-ce que dans les faits, ça arrive qu'il y ait des contentieux? Par exemple, un plan de fertilisation qui n'est pas très bien adapté aux souhaits de l'agriculteur. C'est très, très rare qu'on rencontre ces situations et c'est un problème du système professionnel québécois que non seulement l'Ordre des agronomes dénonce, mais que plusieurs autres ordres dénoncent. À l'intérieur du Code des professions, il est interdit à un ordre professionnel, il est interdit à un syndic d'aller à la pêche, comme on dit, donc de chercher volontairement une faute sans qu'il y ait dénonciation. Parallèle à ça, il y a seulement 3300 agronomes. On parle d'environ 600 à 700 agronomes dans toute la province de Québec qui agissent, par exemple, dans le domaine végétal. Il doit y avoir dénonciation et on réalise souvent que amener des gens à dénoncer un agronome ou dénoncer quelqu'un qui ne serait pas agronome et qui poserait des actes illégaux est extrêmement difficile. Parce que les professionnels, tout comme les non-professionnels, ont peur que les autres sachent de qui cette dénonciation provient. Donc, il y a une espèce d'omerta qui existe qui vient un peu compliquer les choses. Oui, alors, 3 questions. Emmanuel, viens. Bonjour et merci pour votre présentation. J'ai trouvé que la présentation des référentiels de formation en approche capacitaire par compétence est très intéressante. Est-ce que ça induit des changements ou une évolution des modes de certification, c'est-à-dire d'évaluation à l'issue de la formation initiale? Actuellement, l'Université Laval, qui est une des 2 universités qui est encore en approche par crédit, est à modifier son programme de formation universitaire pour aller vers des profils de sortie. Et donc, ils sont à évaluer leur bachelor pour déterminer quelles sont les compétences à atteindre pour un nouveau gradué. Et pour ce faire, ils ont utilisé le référentiel de compétences de l'ordre. Et donc, ils ont revu tout leur programme. Ils sont à revoir tout leur programme actuellement pour voir si la finalité du diplôme universitaire vient rejoindre ce que le référentiel de compétences vient atteindre. Donc, oui, ça se fait. Cependant, les universités ne sont pas reconnues pour être des organismes qui bougent extrêmement rapidement. Merci de votre réponse. Quelle fonction vous avez déjà à McGill? Je ne me rappelle plus. Alors, moi, je suis vice-président de l'ordre. Ah, d'accord. Alors, une autre question. Bonjour et merci pour l'exposé. Ma question vise les domaines partagés.
Donc, vous nous avez expliqué que l'agroforesterie était partagée entre l'ordre des agronomes et l'ordre des forestiers. Est-ce qu'il y a d'autres domaines partagés? Je pensais par exemple la protection des eaux entre les géologues et les agronomes. Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres domaines partagés en plus de l'agroforesterie? Oui, ben, étant donné qu'on utilise l'agronomie au sens large au Québec, on peut penser à la gestion d'entreprises agricoles, où est-ce que, par exemple, les comptables ont les actes qui concernent la comptabilité. Cependant, les agroéconomistes sont également formés pour donner des conseils en gestion agricole. Donc, c'est un autre exemple d'actes partagés. Vous avez les géologues, les urbanistes également. Il y a des actes partagés lorsqu'on parle de zones de développement urbaines, quand c'est en zone blanche, donc lorsqu'on parle de ville, ce sont les urbanistes. Lorsqu'on tombe en zone verte, on tombe dans la zone d'actes partagés entre les agronomes et les urbanistes. Donc oui, l'ordre agit avec beaucoup d'autres professionnels et je pense que les vétérinaires sont probablement un des ordres avec lesquels on est les plus proches. On dit souvent à la blague que c'est le rôle des agronomes de parler de santé animale et que les vétérinaires sont là pour traiter la maladie. Mais concrètement, sur le terrain, la gestion de troupeaux est un acte partagé. Alors, à nouveau, merci de l'exposé. Et on peut quand même vous dire que dans la salle règne une atmosphère de sidération et d'étonnement, parce que le système que vous nous décrivez, il est quand même très éloigné du nôtre. Et on aurait pensé qu'un tel système se développe peut-être plutôt en Chine ou en Union soviétique. Et pourtant, c'est au Québec. Alors, mais peut-être que vous pouvez nous donner des clés de compréhension de ce contraste, en particulier du point de vue du contexte de l'emploi des agronomes au Québec. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup d'agronomes qui exercent des fonctions de conseil privé? Est-ce que la majorité des agronomes sont employés par le secteur privé, sachant qu'en ce qui concerne le contexte français, il y a l'emploi, le secteur public et parapublic est énorme dans l'emploi des agronomes. Donc peut-être que c'est une différence qui pourrait expliquer cette différence d'organisation de la profession. Cette organisation de la profession date de l'Ordre des agronomes, de la fondation de l'Ordre des agronomes, donc les années 70. À l'époque, le gouvernement était extrêmement présent. Beaucoup d'agronomes travaillaient pour le ministère de l'Agriculture. Dans les années 90, le gouvernement du Québec a pris la décision de délester ses bureaux régionaux de ses professionnels dans des efforts de balancer les budgets de l'État. Et donc, beaucoup d'agronomes ont naturellement migré vers le privé. La nature horreur du vide. Le secteur privé s'est mis à offrir des services agronomiques gratuits, où est-ce que les professionnels vendeurs, les professionnels conseillers ont commencé à vendre des produits. Et donc, les principaux employeurs des agronomes de nos jours sont l'industrie, le secteur privé. Donc, on parle des fournisseurs d'intrants, des institutions financières. Ensuite, il y a un nombre important d'agronomes qui travaillent également dans des clubs conseils. Donc, on parle de clubs agro-environnementaux, clubs de gestion, où est-ce que des groupes de producteurs vont se mettre ensemble et vont s'embaucher des agronomes pour leur offrir des services. Donc, ce sont des services qui sont subventionnés par le gouvernement pour lesquels les producteurs paient. Et il reste quand même quelques agronomes au gouvernement, là, je ne vous mentirai pas, mais ce ne sont pas la majorité des agronomes qui travaillent au gouvernement. Il y a eu des effets pervers liés à ça. Pour ce qui est des agronomes, on ne l'a pas vu parce que notre relation agronome-client est demeurée la même. Qu'on travaille pour le gouvernement et qu'on offre un service aux producteurs, qu'on travaille en industrie privée, qu'on offre un service aux producteurs, on continue à offrir un service aux producteurs. Cependant, je crois que ça a amené un certain détachement de l'agronome par rapport à la société. Et tout récemment, ça fait quand même 5 ans que ça dure, on a vécu une crise une crise de confiance du public face aux agronomes par rapport à l'utilisation de pesticides. Parce que les agronomes n'ont jamais ressenti le besoin d'expliquer ce qu'ils faisaient. Leurs clients, les producteurs, comprennent ce que font les agronomes. Mais le public en général, ce pourquoi les ordres professionnels existent,
ne comprenaient plus cette réalité de l'agronome parce que nous avons une population principalement urbaine. Et donc, lorsque l'Ordre a fait sa dernière planification stratégique, il y a un axe complet qui est dévolu aux relations avec le public. Puis je peux vous partager rapidement la planification stratégique de l'Ordre. Donc, bon, les valeurs, on parle d'intérêt public, engagement, intégrité, transparence, collaboration. Mais lorsqu'on regarde les axes, bon, il y a un axe sur la gouvernance, le vert. Il y a un axe brun qui concerne les membres. Donc, moderniser les stratégies de communication avec les membres, promouvoir l'excellence agronomique et optimiser les pratiques agronomiques. Mais l'axe en rose concerne le public. Donc, offrir des communications accessibles, des communications que les gens peuvent comprendre, même chez les gens non initiés, et augmenter la notoriété et la visibilité de l'Ordre des agronomes. Parce que pour plusieurs gens, l'Ordre des agronomes, c'est un club d'agronomes. C'est une association qui est là pour défendre les agronomes, quand en fait, c'est tout le contraire. L'Ordre des agronomes, comme les autres ordres professionnels, a la même rigidité que le barreau ou que la Chambre des notaires ou que le Collège des médecins. C'est très, très, très normé. Et ça, la population, même si 10 de la population du Québec fait partie d'un ordre professionnel, la population ne le comprenait plus. Oui, ça va être la dernière question, Olivier. Oui, bonsoir. Moi, j'ai travaillé une partie de ma carrière au Brésil où il y a aussi un ordre des agronomes. Et là-bas, les agronomes sont obligés d'adhérer et ils payent une cotisation qui est très importante. Alors, c'était des jeunes agronomes, donc peut-être ça représentait beaucoup, mais enfin, c'était vraiment quand même quelque chose de conséquent. Et ils perdaient leur droit d'exercer en tant qu'agronome s'ils ne payaient pas annuellement leur cotisation. Je veux savoir si c'est la même chose chez vous. Et puis finalement, si c'est le cas, qu'est-ce que l'Ordre des agronomes du Québec fait de toutes ces cotisations? C'est-à-dire quel est son pouvoir final? Non, mais c'est pas pour vous pour mettre un soupçon quelconque, mais c'est pour savoir quel type d'activité finalement, si tel est le cas, ça lui donne. Est-ce que l'Ordre est en mesure d'exclure un agronome parce qu'il n'a pas respecté son contrat? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont aussi des ordres? Ça fait beaucoup de questions. Comme j'explique dans l'article 24 et 28 de la loi, nul ne peut porter le titre d'agronome sauf un membre de l'Ordre des agronomes du Québec. Plusieurs programmes gouvernementaux vont exiger la signature d'un agronome. Il y a quand même une notion de qualité du professionnel qui vient avec le titre d'agronome. Et donc, les gens qui ont étudié en agronomie, qui travaillent dans la grande sphère de l'agronomie, mais qui ne sont pas membres de l'Ordre des agronomes, soulève beaucoup de questions. Évidemment qu'au niveau de l'Ordre des agronomes, il y a une certaine rigidité dans la façon dont on fait les inspections professionnelles, qu'on s'assure de la compétence des membres. La réalité terrain que j'entends souvent est, oui, beaucoup d'agronomes travaillent pour le privé, mais même du côté des agronomes, si ça fait 5 différents employeurs qui fait en 6 ans, on commence à se poser des questions sur la compétence du membre. Au-delà du fait qu'il y ait des plaintes ou non, pour ce qui est des cotisations, oui, elles sont, ça dépend toujours où est-ce qu'on est professionnellement dans notre carrière, là, mais on parle d'environ 700 $ pour être membre de l'Ordre des agronomes par année. Pour les agronomes indépendants, ils doivent souscrire à une assurance responsabilité professionnelle qui va aller leur coûter un autre 5 à 600 $ de mémoire. Donc, on parle d'un peu plus de 1 000 $ par année pour demeurer membre de l'Ordre si on doit avoir une cotisation, une assurance professionnelle en plus. La Saskatchewan, le Manitoba, la Colombie-Britannique ont des ordres professionnels très semblables à ce que l'Ordre des agronomes est. Cependant, au Québec, parce que les ordres répondent de l'Office qui répondent directement du gouvernement du Québec, les ordres ont beaucoup plus de pouvoir que dans d'autres provinces. Ou comme les gens du Manitoba m'ont déjà dit, on a un règlement, on a une loi qui vous ressemble beaucoup. La différence, c'est que vous, au Québec, vous avez les pouvoirs de la faire respecter. Et en usurpation de titre, c'est très facile de pouvoir poursuivre et les employeurs sont souvent très conciliants. En pratique illégale,
à cause du manque de dénonciation, ça devient beaucoup plus complexe. Maintenant, la façon dont les budgets de l'ordre sont alloués, 85% du budget de l'ordre sert à s'assurer de l'admission, l'inspection professionnelle et le bureau du syndic. Le 15% qui reste, c'est pour faire du développement de la profession, pour développer des formations continues. Nous avons une plateforme de formation continue qui est disponible pour tous les membres, ou est-ce que les membres qui n'auraient pas l'occasion de faire des journées conférences comme vous faites vous-même peuvent aller chercher à la pièce des conférences, que ce soit en éthique, en déontologie, en production animale, des conférences qui sont quand même très abordables d'1 heure ou 2 pour pouvoir aller continuer à se former. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Oui, vraiment, vous n'en oubliez aucune. Donc, on va vous remercier vivement. Nous, on a eu une grosse journée donc, et ce n'est pas tout à fait terminé. Donc, un grand merci à vous. Oui, en plus, vous, il est l'heure de déjeuner. Ça me fait plaisir. Voilà. Et puis, bon rétablissement. Hein, nous aussi, on a une nouvelle vague, donc on se protège. À bientôt et je reviendrai vers vous hein, parce que en particulier je me suis permis d'enregistrer j'avais oublié de vous demander pour l'enregistrement donc vous me direz si on peut diffuser sur le site de l'AFA ou pas a posteriori. D'accord. Merci, à bientôt et bien, à une prochaine fois alors. Au revoir. Profitez de l'apéro. Et donc, pour ceux qui veulent revenir à 20h30 pour la présentation en avant-première de la fabrique de l'agronomie, Claire et Raymond, eh bien, vous êtes les bienvenus. À tout à l'heure.